Le pivot de la Fed, de la Réserve fédérale des États-Unis, reporté à l'année 2025. Vraiment? Le corps PCE, l'inflation corps PCE, en juge suprême ce vendredi. Chers amis, point technique complet sur les indices US et les taux d'intérêt du marché. Alors bienvenue, nouvelle édition du Top Gun, cette émission qui traite du marché action, du marché obligataire, des taux d'intérêt et de la finance traditionnelle globale macro, à un moment où le pivot de la Fed, le tonitruant, le très attendu. Alors pas celui des banques centrales d'Europe, puisque la Banque nationale suisse a déjà pivoté. La Banque centrale européenne va pivoter en juin. Et elle baissera ses taux 4 fois d'ici Noël. Mais pour la Fed, alors que au mois de janvier, c'est pas si loin janvier, en plus vous avez vu le temps qu'il fait fin avril, on se croirait au mois de janvier. Donc c'est pas si loin, concrètement c'est pas si loin. J'ai remis le pull d'ailleurs. Bon. Vivement le mois de mai. En avril, ne te découvre pas d'un fil, voilà qui fonctionne à merveille avec cette météo de fin avril et qui fonctionne à merveille avec les marchés financiers entrés en phase de correction, mais là aussi rien de surprenant puisque les actifs risqués, que ce soit le marché action, que ce soit le marché des crypto-monnaies, avaient monté de manière quasi verticale entre octobre 2023 et mi-mars 2024. Les tendances boursières sont toujours bien construites, alternant impulsion, consolidation. Nous sommes dans cette consolidation. Alors, avant de reprendre en détail mon analyse technique, notamment vague d'Elliott sur le S&P 500 et sur les taux d'intérêt du marché, et donc par corrélation inversée sur le prix des obligations, il faut traiter ce sujet. Moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas à un report du pivot de la Fed en 2025. Il y a deux teams. Dites-moi dans les commentaires, j'aime faire le youtubeur, dites-moi dans les commentaires à quelle team vous appartenez. La team pivot 2024 ou la team pivot 2025. Moi je dis pivot 2024. Je ne dis pas qu'il y aura des quantités de baisse de taux, puisque l'année est déjà bien avancée, de toute façon il n'y en aura pas beaucoup. Mais je dis pivot 2024. Pour la Fed, en juin ça paraît improbable, je dis septembre, quasi certain. Oui, j'ai toujours mes indicateurs avancés, notamment de désinflation. Vous savez, je vous donne un petit exemple et puis on va quand même passer à l'analyse détaillée. Prenez la mise à jour du CPI. Alors d'ailleurs, au passage, cette semaine, vous avez la mise à jour du PCE. Je vous rappelle, non parce qu'il y a tout le monde débat, tout le monde blablate, moi le premier, hein, je me mets dans le même sac du pivot de la Fed en 2025. Le CPI, l'inflation CPI qui a rebondi. Mais au final, on s'en fout du CPI. La Fed regarde le PCE. Le CPI, il sert à rien. Dans l'indice officiel CPI d'inflation, vous avez une inflation immobilière à 5,5. C'est bidon. Les chiffres viennent de tomber. Là, nous avons eu l'inflation immobilière de mars 2024. La vraie, celle temps réel. Votre avis, elle a combien? Elle est à 0,7. Elle est à 0,7. Le taux de croissance annuelle d'inflation des lois. Là, vous signez un nouveau contrat de location aux States. Là, en mars. Vous l'avez signé en mars. Vous faites le delta entre mars 2024 et mars 2023. Le taux d'inflation, c'est plus 0,7. Le CPI, lui, est encore à 5,5. Mais c'est normal, parce qu'il le lisse ça sur un an. Mais donc, on sait que dans 6 à 8 mois, ce sera 0,7. Et comme ça pèse 40% du CPI à moins d'un pétrole à $200, il n'y a plus d'inflation. Donc voilà, donc ça va prendre du temps. Vous allez voir. Alors cette semaine, vous avez la mise à jour du PCE. Il sera encore touchy, il sera encore tendu. Mais si vous allez voir sur avril, mai, juin, ça va commencer à plier. Bon. Donc le pivot de la Fed reporté en 2025, moi je ne fais pas partie de cette team, je vais à nouveau argumenter. Et puis c'est parti, hein, voilà, comme je vais argumenter, bon, on perd pas davantage de temps. Je me réinstalle, le pivot de la Fed reporté en 2025. Je vous ai mis à nouveau ce petit highlighter curseur en espérant que cela rende plus agréable la présentation. Et donc, le premier d'entre vous qui me dit dans quelle ville se situe ce pont, eh bien, il aura toute ma sympathie, chers amis. Il aura toute ma sympathie. Alors, le plan s'affiche sous vos yeux, le pivot de la Fed serait reporté à l'année 2025, vraiment.
L'inflation PCE sous-jacente, corps PCE, le juge de paix suprême de la Fed. S&P 500, quelle durée et amplitude pour la correction? Le taux obligataire US à 10 ans va-t-il remonter à 5%? Nous attaquons la première partie. Le pivot de la Fed serait reporté à l'année 2025, vraiment avec point d'exclamation et point d'interrogation. Alors, chers amis, depuis le mois d'octobre 2023, les grandes tendances boursières se sont construites, se sont forgées sur une unique thématique. Le très attendu et tonitruant pivot des banques centrales, surtout celui de la Réserve fédérale des États-Unis et celui de la Banque centrale européenne. Alors que le pivot de la BCE semble acquis pour cette année, avec 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année, celui de la Fed pourrait ne pas avoir lieu en 2024. De quoi faire peser un risque de krach à la fois sur le marché actions US et sur le marché obligataire, qui a déjà connu un krach majeur sur les années 2022-2023. Alors que se passe-t-il? Prenons les choses dans un ordre logique. Ce pivot reporté en 2025, il faut se poser la question différemment. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut amener la Fed à pivoter. Alors, amener la Fed à pivoter, je vous rappelle de quoi il s'agit. Tout d'abord, le taux terminal de la Fed a été validé à 5,5%. C'est le taux le plus élevé qu'elle a atteint dans sa campagne de resserrement monétaire qui avait commencé en janvier 2022 pour briser l'inflation. Le pivot, c'est pas simplement se mettre à plat. Le pivot, c'est réengager une tendance baissière du taux d'intérêt des fonds fédéraux. La vraie question pour savoir est-ce que le pivot de la Fed sera reporté en 2025, c'est est-ce que la Fed a des raisons de vouloir pivoter? À la base, la Réserve fédérale, comme toute banque centrale occidentale, cherche à contrôler le régime des prix, à contrôler les prix. Mais elle peut vouloir commencer à baisser ses taux d'intérêt si d'autres facteurs fondamentaux commencent à décrocher. En particulier, si la probabilité d'une récession économique devient forte et surtout si le taux de chômage devait casser des seuils haussiers qui laisseraient envisager qu'il s'envole. Au stade actuel, effectivement, il n'y a ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Façon de parler. C'est-à-dire que la désinflation US s'est mise à plat. Elle n'est pas non plus repartie en rebond, elle s'est mise à plat. Le taux de chômage US se maintient sous le seuil d'alerte des 4,1% de la population active. Et la croissance économique américaine est supérieure aux attentes, elle réaccélère. Et vous allez voir que les grandes institutions de prévision macroéconomique ont relevé à la hausse leurs anticipations de croissance pour les États-Unis, alors que pour la zone euro, c'est complètement atone. Donc effectivement, prenons les choses dans l'ordre logique. La première raison qui pourrait amener la Fed à pivoter, alors lorsque je parle de pivot, je vous remontre ça. Vous avez ici en violet le taux d'intérêt des fonds fédéraux, c'est ce qu'on appelle donc le taux d'intérêt des Fed Funds, et le marché. Et la Fed a donc lancé une campagne de resserrement monétaire en janvier 2022 qui a abouti l'été dernier. Et depuis, donc, vous avez une mise à plat du taux des fonds fédéraux à 5,50. Donc, c'est au milieu de la fourchette 5,25-5,50. Ce qui a été d'ailleurs à l'époque le taux terminal ici en 2006-2007. Et au passage, vous avez la poursuite de la baisse du bilan de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce qu'on appelle donc le pivot, vous avez eu ici un exemple de pivot, 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 un pivot et un pivot. C'est le fait de changer de tendance. Le marché envisage ce changement de tendance depuis un certain temps et c'est pourquoi vous avez eu un rebond du marché action depuis octobre 2022 de 3500 points à 5300 points ici sur le S&P 500. Et c'est pourquoi vous avez eu une première baisse des taux d'intérêt du marché entre octobre 2023 et décembre 2023, avec depuis des taux d'intérêt du marché qui sont en rebond, mais ça vous connaissez mon avis sur le sujet, mais je vais en redire un mot. J'ai traité le marché des taux et le marché obligataire dans l'émission Top Gun il y a 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui pourrait amener la Fed à vraiment attendre 2025? Moi, encore une fois, je ne fais pas partie de cette école. Pour moi, elle pivotera en 2024. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce qui pourrait amener la Fed à attendre ou à ne pas attendre? La première raison, c'est la défaite de l'inflation. C'est finalement ça qui compte. Qu'est-ce qu'on appelle la défaite de l'inflation? La défaite de l'inflation, c'est non pas une inflation. Je vais reprendre ici. Vous avez pour l'inflation, il y a 3 mesures qui comptent. Le CPI,
le PPI, qui sont les prix sortis d'usine, les prix à la production, et le PCE, qui sont la vraie inflation à la consommation, en fait, celle qui est vraiment basée sur les dépenses de consommation des ménages, et avec une différence nette entre le CPI et le PCE, la différence étant le poids de l'immobilier et des services. Vous avez dans le CPI 40% d'immobilier. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez en détail l'inflation immobilière au sein du CPI, elle est à 5,7, alors que, comme je vous l'expliquais, si vous prenez là le taux d'inflation des nouveaux contrats de location aux États-Unis signés en mars 2024 par rapport à mars 2023, parce qu'en général le bail dure 1 an aux States, c'est 0,7 l'inflation. Alors pourquoi c'est pas 0,7 dans l'inflation CPI? C'est parce que l'inflation CPI prend les contrats de location en cours et non pas uniquement les nouveaux. Mais ce qu'on sait, c'est que les nouveaux arrivent progressivement dans le calcul du CPI. Donc ça, on sait que globalement, elle est vaincue. Il y a par contre encore un problème qui est une réalité, qui est sur l'inflation des services. Elle qui s'est même permis un petit rebond sur le dernier chiffre, ici en mars, à 5,4, mais en grande partie dû au rebond du prix des assurances automobiles, dont la méthode de remontée des données diffère du PCE. Donc là, on ne sait pas. D'ailleurs, le PCE est mis à jour ce vendredi. Alors, overall, effectivement, lorsqu'on regarde les prix sortis d'usine, les prix à la production qui sont en avance sur les prix à la consommation, lorsqu'on regardait les prix sortis d'usine, nous sommes revenus au monde d'avant. Vous avez ici les prix sortis d'usine sous-jacents en bleu et les prix sortis d'usine marron. Nous sommes revenus au monde d'avant. Donc, de ce point de vue-là, oui, la Fed pourrait pivoter cette année. En réalité, CPI, PPI, PCE, la Fed, il faut arrêter de tergiverser. La Fed ne regarde qu'une seule courbe. Donc le débat, en fait, ne devrait même pas avoir lieu. Le débat, la réponse à la question de savoir est-ce qu'il est crédible de faire partie de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de pivot avant 2025, la réponse, elle est sous vos yeux. Non pas le CPI, mais le PCE Core, qui est à 2,8, et c'est cette courbe que la Fed veut ramener dans le monde d'avant. Le monde d'avant, ça évoluait entre 1,5 et 2,1. C'est assez net, hein. Bon, là vous avez donc la chute de l'inflation quand la crise sanitaire est arrivée, et la vague inflationniste post-crise sanitaire. Sauf que la Fed, elle nous a dit quoi dans sa dernière décision de politique monétaire, c'est qu'elle n'attendrait pas un corps PCE à 2 pour passer son taux de 5,5 à 4,6, mais qu'à partir de 2,6, elle commencerait à pivoter. Or, là, nous sommes à 2,8. Moi, ma conviction, elle est que nous serons sous 2,6 avant la fin d'année. Ma conviction est que nous serons sous 2,6 d'ici la fin de l'été. Et donc, ma conviction est, par conclusion, que la Fed pivotera en 2024. Mais donc sur le second semestre 2024. Et donc très probablement après la Banque Centrale Européenne. Mais nous avons déjà un exemple avec la Banque Nationale Suisse, qui est une banque d'Europe, du continent européen, et qui a déjà pivoté. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus important à suivre. Alors, la seconde raison d'un pivot de la Fed qui n'aurait pas lieu en 2025 pourrait être une augmentation du risque de récession de l'économie des États-Unis, mais la mise à jour récente des hard data et des soft data, rappelez-vous, les hard data, c'est par exemple la production industrielle, les soft data, ce sont des indicateurs avancés. Cette mise à jour semble écarter cette hypothèse, puisque c'est toujours le soft landing qui est le scénario principal sur la table. Le PMI US des services est toujours en expansion. Le PMI US des services est toujours en expansion aux États-Unis, à la différence de la zone euro. Je vous remontre ici les indices PMI, qui sont donc des indicateurs avancés très respectés par la haute finance pour les États-Unis. En bleu, vous avez le secteur manufacturier, alors qui est toujours en contraction, mais le secteur manufacturier, ce n'est que 19% du PIB des États-Unis, alors que le secteur des services, c'est 80%. Et il y a même une réaccélération. Et si vous prenez, je vous l'ai mis là, ici, la toute dernière mise à jour des projections macroéconomiques du Fonds monétaire international, FMI, IMF en anglais, eh bien, vous avez une très nette, regardez pour les États-Unis, très nette révision en hausse de la croissance économique envisagée pour les États-Unis
par rapport aux anticipations qui avaient été faites fin 2023. Donc il y a un vrai sujet en fait de désynchronisation de la zone euro qui, elle, est en récession ou à une croissance zéro, alors que l'économie américaine réaccélère. Et donc effectivement, cela vient alimenter le débat d'un pivot de la Fed qui n'aurait pas lieu en 2024, mais plutôt en 2025, d'autant plus que la troisième raison qui pourrait permettre à la Fed de pivoter avant que l'inflation soit à 2 ou en direction de 2, parce qu'en fait la Fed, elle attend d'avoir confiance, non pas dans le fait qu'elle constate que l'inflation est sous 2, mais dans le fait qu'elle constate que la tendance est suffisamment solide pour revenir ici. Et pourquoi est-ce qu'elle va pivoter avant que ce soit sous 2 et probablement dès qu'on est sous 2,5? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas casser la croissance économique américaine résiliente qui permet notamment au taux de chômage de se maintenir à un niveau très bas. Ce qui est en soi un petit miracle lorsque vous regardez les nouvelles conditions de financement. Alors oui, après, il y a effectivement, nous savons que, vous savez, la vraie année challenging, ce sera 2025. Nous savons que c'est en 2025 que vous avez 2 tiers, vous savez, les méga grosses entreprises qui ont fait des crédits à des taux zéro sur 2017, 18, 19, 20. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la maturité du crédit. À un moment ou à un autre, le crédit arrive à échéance et on fait une nouvelle ligne de crédit. Bah oui, le capitalisme, on fonctionne à crédit. Il n'y a aucune boîte, aucune major qui n'est pas endettée, qui n'a pas une dette, quoi. C'est comme ça. Dans son passif, il y a de la dette. Bon, il va falloir refaire des lignes de crédit. Et donc, c'est 2025, c'est l'année des maturités, où la plus grosse proportion des lignes de crédit, et notamment sur les blue chips, arrive à échéance. Et là aussi, la Fed, elle va quand même éviter que ces majors se refinancent, même si elles ont les moyens. Mais c'est quand même des coûts importants. Et forcément, si le coût du crédit devient... Il y aura peut-être moins d'embauches, voire des licenciements, vous comprenez. Et donc, il y a un vrai enjeu pour la Fed à ce que sa confiance soit suffisante dans la désinflation pour pivoter avant début 2025 et pour pouvoir en 2025 proposer un financement qui ne soit pas à 5,5 mais plutôt à 2,5-3. 2,5-3 étant considéré comme le taux neutre. Vous savez, on parle d'une politique monétaire restrictive dès lors que le taux de la Banque centrale dépasse 2,5-3. 2,5 c'est jugé neutre en termes d'impact macroéconomique. Au-dessus, c'est restrictif. Et donc, ça peut créer un ralentissement de la croissance. Ce qui d'ailleurs s'est passé au sein de la zone euro. Plus de croissance, désinflation. Donc, pour le moment, le taux de chômage aux États-Unis ne dépasse pas le seuil d'alerte. Il est même retombé à 3,8% de la population active. L'inflation PCE sous-jacente, corps PCE, il s'agit donc ici du juge suprême de la Fed. Alors, je vous ai remis ici les différentes mesures de l'inflation, mais vous savez, on peut toujours décortiquer le PPI, on peut toujours décortiquer le CPI, le supercore CPI. Au final, la Fed ne regarde que ça. Et actuellement, le PCE nominal est à 2,5, la version sous-jacente est à 2,8. C'est donc l'indice prix PCE et donc le baromètre favori de la Fed. Alors, il a été mis à jour au mois de février, il est tombé à 2,8. Nous attendons maintenant la mise à jour du mois de mars, car en mars, le CPI, lui, a rebondi, mais il a rebondi pour des éléments qui sont soit en retard, notamment l'immobilier, soit parce que les datas qui remontent dans le CPI ne sont pas les mêmes que celles qui remontent dans le PCE. Par exemple, le PPI, lui, ne s'est pas envolé à la hausse, et nous savons que dans le PCE, il y a une partie des datas du PPI. Donc il y a quand même une forme d'optimisme pour le PCE du mois de mars, même si il va rester quand même assez haut. Moi, je pense que c'est vraiment à partir d'avril-mai que ça va commencer vraiment à devenir intéressant. Donc ce vendredi 26 avril à 14h30, l'indice des prix PCE est mis à jour au titre du mois de mars. Cette statistique sera très suivie par le marché car le CPI du mois de mars a connu une surprenante surchauffe, notamment dans le secteur des services et avec une désinflation immobilière qui se fait attendre. En réalité, peu importe l'inflation CPI car la Fed regarde seulement le PCE et c'est le PCE sous-jacent qui fera la pluie et le beau temps. Et donc, qu'est-ce que vous devez suivre ce vendredi? Et ensuite, on va passer à la liste technique. Vous devez naturellement suivre quel sera le nouveau taux de croissance annuel du corps PCE, qui est attendu à 2,7. Donc, on aimerait le voir aller à 2,7. Lorsque vous regardez l'outil de prévision de la Réserve fédérale de Cleveland, Inflation No Casting,
il est attendu à 2,74, mais surtout, et notez que pour avril à 2,66, donc on s'approche de la cible de la Fed des 2,6 pour commencer à engager son pivot, mais on s'y approche, mais nous n'y sommes pas encore, et surtout, le marché va regarder la mise à jour du corps PCE en version mensuelle, et en version mensuelle, il y a eu un stress parce qu'en janvier, on a eu 0,5 et en février, 0,3. Or, dans le monde avant la crise sanitaire, eh bien, l'inflation sous contrôle, c'était entre 0 et 0,2. Donc, là aussi, il est impératif ce vendredi à 14h30 qu'au grand maximum, nous ayons un corps PCE à 0,30 en mensuel. Et le consensus, c'est 0,30, selon l'algorithme de la Fed de Cleveland. Et ça devrait tomber ensuite à 0,23. Donc ça c'est vraiment, ça va être déterminant. Ça va être déterminant, pourquoi ? Ce chiffre, il tombe le vendredi 26 avril. Et après, qu'est-ce que c'est ? C'est le mois de mai. Et vous connaissez la date, sell in May and go away. Donc autant vous dire que il faut absolument éviter ce vendredi 26 avril une surchauffe du corps PCE pour ne pas tomber dans le scénario du sell in May and go away. Alors maintenant, justement, passons à l'analyse technique. Où en est-on par rapport à ça sur les indices US ? Y a-t-il ce fameux risque d'un sell in May and go away ? S&P 500, durée et amplitude de la correction de la vague 4. Alors, il y a un débat en fait, qui est le suivant. Qui est de savoir dans quelle vague 4 nous sommes. Moi, je vous ai proposé donc depuis 2-3 semaines cette vue de marché en épaule-tête-épaule. Donc, nous y sommes, très bien. Maintenant, il y a un débat. Je vous remonte la tendance de fond. Je peux y ajouter aussi les enseignements du système Ishimoku, mais on verra plus tard. Nous sommes, depuis donc le point bas, le marché a fait son point bas, c'était ici en octobre 2022. Nous sommes partis donc pour une grande 3 de long terme. À l'intérieur, nous avons 5 vagues. C'est le principe des mouvements impulsifs en fractal, où vous avez donc un 5 temps et un 3 temps. Les vagues impulsives, ici, se sous-décomposent en 5 temps. C'est le principe de l'approche fractale. Dans les impulsives, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes dans cette vague 3. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes ici ? Est-ce que nous sommes en train de faire la 4 de la 3 ? Ou est-ce que nous avons terminé la 3 ? Et est-ce que nous sommes en train de faire la vraie 4 ? Car si nous faisons la vraie 4, nous sommes en train de retracer la 3, alors que si nous faisons la petite 4, nous sommes simplement en train de retracer la petite 3. Et c'est ici donc que tout se joue. Alors, reprenons ça. La première hypothèse, c'est que nous sommes toujours en train de faire la 4 de la 3. Ici, vous avez donc la 1, la 2, la 1 de la 3, la 2 de la 3, la 3 de la 3, et là, nous serons dans la 4 de la 3. Nous serions donc dans cette hypothèse en train de retracer ce mouvement-là. Et usuellement, une 4 ne va pas en dessous de 50% de retracement, ce qui donnerait un retracement max à 5000 points avant rebond. Ça, c'est donc la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que nous ayons déjà terminé la vague 3 ici, que nous soyons dans la vraie 4, et alors là, tout ce mouvement-là que le marché serait en train de retracer, et là, eh bien, ça nous ramène en direction de l'ancien record historique, quelque part entre 4700 et 4800 points, avant de reprendre la marche en avant. Voilà donc le débat technique du moment sur le S&P 500. J'aurais tendance, moi, à me dire que nous sommes encore dans la 4 de la 3, et donc que le marché pourrait trouver support efficace au niveau des 5000 points. Alors, tout ça va ensuite s'optimiser à l'aide de l'analyse technique en données journalières, et en particulier la capacité ou non du S&P 500, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, la capacité ou non du S&P 500 à tenir son nuage journalier, puisque la vraie 2, le signal avait été donné par le fait qu'on bascule sous le nuage, et donc si c'est que la 4 de la 3, on va s'arrêter là. Si par contre on traverse,
le nuage, on sera dans la vraie 4. Et donc, il y aura un risque d'aller à 4007, 4008. Donc là, je vous ai donné quand même 2 clés. Moi, je vous dirai bientôt la réponse quand je l'aurai. Mais voilà, ce sont vraiment les 2 hypothèses actuellement ici sur l'indice S&P 500. Alors, le taux obligataire US à 10 ans va-t-il remonter à 5%? Qu'en est-il des bonds? Ça, c'est vraiment un gros débat du moment. Il y a eu, j'ai traité le sujet plus en profondeur dans ma vidéo Top Gun sur les obligations et les taux d'intérêt il y a 2 semaines. Effectivement, il y a un rebond. Il y a 2 teams, encore une fois. Il y a la team qui pense que le taux obligataire US ira à 5%. Moi, je ne vois pas pourquoi il irait. Il faudrait une seconde vague d'inflation pour ça. Ou un pétrole à 100 $, why not? Bon, c'est vrai que la géopolitique peut encore se détériorer. C'est ce qui peut effectivement ramener le taux US à 5% à 10 ans, c'est un pétrole à 100 $. Et ça, nous sommes tous soumis à cette épée de Damoclès géopolitique, tant que la situation au Proche et Moyen-Orient reste compliquée. Ça, c'est même plus d'analyse technique, c'est juste de la géopolitique. Très bien. Maintenant, dans un monde qui resterait je dirais, un monde qui éviterait l'embrasement géopolitique au Proche et Moyen-Orient, il n'y a pas de raison globale macro d'aller à 5%. Et moi, j'envisage toujours qu'on se retourne à la baisse sous ce niveau des 4,75%. Alors, que nous disent les tout derniers signaux de l'analyse technique sur les taux obligataires? Je vous prends ici le 10 ans US. Donc vous avez eu ici la baisse. Alors, moi, je vous rappelle mon scénario de fond qui consiste à dire que nous sommes ici dans une vague B de retracement. Bon, ça peut faire grand max 4,75 dans mon approche. Bon, le worst case scénario, je verrais ça. Mais ça, c'est un pétrole à 100 $. Mais worst case scénario, je verrais ça. Voilà, ça, pour moi, ce serait le pire scénario. Après, comme je l'ai souvent répété, j'y ajoute les Shimoku hebdomadaires. Tant que je n'ai pas de cassure, ça marche très bien la traversée du nuage, surtout à cet horizon de temps. Tant que je n'ai pas de traversée du Kumo, du nuage, il n'y a pas de signal. Ce fut très propre ici. Le signal de baisse, le signal haussier, et là, donc, le jour où on traverse ça, ça va vraiment valider mon scénario. Et ça, c'est le rebond des bonds. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Alors, si je regarde le 10 ans US en données journalières, bon, nous sommes entrés dans cette zone résistante. Voilà, donc la team numéro 1, c'est ici, on va stabiliser et repartir à la baisse. La team numéro 2, c'est on va d'abord chercher ça. Bon, ça, nous verrons bien. Ici, notez que le rebond de début d'année avait commencé par une petite divergence haussière en zone de surachat. En zone de survente, je suis sur le RSI. Et là, nous avons peut-être le début d'une petite div baissière. Bon, à confirmer. Dans tous les cas, pour vraiment repartir au sud, il faudrait casser un support. Parce que rejeter sous une résistance, c'est bien, comme je dis toujours. Casser un support, c'est mieux. Je dirais que le signal d'un redémarrage de la baisse, ce serait recasser les 4,40, 4,42. Donc pour le moment, c'est vrai que nous sommes encore dans cette phase de reprise sur les taux d'intérêt. Et donc, il y a une corrélation inversée avec le marché obligataire. Et encore une fois, le juge de paix, au-delà de tout le blabla que je viens de faire, c'est l'inflation PCE. Jérôme Powell ne regarde que ça. Et donc, à la question de savoir quelle sera la tendance du marché obligataire et du marché action au mois de mai, va-t-on vivre le sell in May and go away ou l'éviter? La réponse, je pense que nous l'aurons. Avec la mise à jour de mars du PCE. Et encore une fois, je n'attends pas quelque chose d'exceptionnel. Je pense que ça va vraiment se dégonfler à partir des lectures d'avril-mai. Mais voilà, là, ce 26 avril, c'est celle du mois de mars. Et nous aurons la réponse au débat technique ici, aux enjeux techniques, à l'alternative technique que je vous ai proposée sur les bonds et sur le marché action US. En espérant que cette présentation vous ait plu, mes chers amis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous.